Bien le bonjour, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps de ça, j'ai fait une vidéo où je parlais de plusieurs choses qui se passaient à Paris, et il y avait une des choses que je racontais dans la fameuse vidéo où je parlais de trucs sur Paris, où je parlais d'un vampire qui sévissait à Montparnasse. C'était un homme qui s'amusait à déterrer les corps dans le cimetière de Montparnasse. Plus tard, j'ai fait une vidéo sur le vampire de Düsseldorf qui s'amusait à sucer le sang de ses victimes, et là maintenant, on va prendre le train. Et on va aller à Londres, parce qu'il se trouve que dans cette ville, au Royaume-Uni, il y a également un homme qui s'est pris pour un vampire. Cet homme, c'est John Haigh, et c'est dans cette vidéo que je vais vous raconter son histoire. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos, et on est parti pour se plonger dans l'histoire du vampire de Londres. C'est le 24 juillet 1909, à Stanford en Angleterre, que naît John Haigh, fils de John Haigh, son père, et Emily Hudson, sa mère. Selon ce qu'il dit, il était très solitaire et son enfance était plutôt sombre. Ses parents faisaient partie d'une communauté religieuse conservatrice, et cette communauté valorisait le fait de vivre dans quelque chose de très simpliste et de même plutôt austère. Pour eux, le monde est maléfique, et ce qu'il faut faire, c'est rester chez soi. C'est pour ça que le père de John Haigh, qui s'appelait aussi John du coup, a fait une clôture de 3 mètres autour de sa maison pour se barricader et se protéger du monde extérieur. La maison était sombre, il n'y avait pas beaucoup de choses dans son intérieur, du coup, pour le jeune John Haigh à l'époque, il avait plus l'impression de vivre dans une église, un monastère, que de vivre vraiment dans une maison chaleureuse et accueillante. Les parents de John Haigh n'étaient pas des mauvais parents, ils étaient plutôt doux avec leur enfant, mais les interdictions causées par cette appartenance à cette communauté religieuse conservatrice, ça créait certaines tensions. C'était quelque chose qui revenait régulièrement sur la table, d'ailleurs, dès que John Haigh, le fils, désobéissait, ou qu'il allait en désaccord avec les principes de la communauté religieuse, son père, lui, le sermonnait et disait à quel point ce serait mal de faire ce qu'il a envie de faire, et que ça déplairait fortement à une personne, là-haut, le Seigneur. Donc naturellement, John était quelqu'un de très frustré. Il ne pouvait pas faire de sport, il ne pouvait pas inviter d'amis chez lui, il ne pouvait pas lire d'autres livres que la Bible, donc naturellement, c'est pas l'enfance des plus joyeuses, bien que tu aies les meilleurs parents du monde qui sont très gentils avec toi, si tu peux rien faire derrière, tu peux pas t'épanouir. John, lui, bien que son enfance soit compliquée, c'est pas un enfant à problème. Il est plutôt calme, il adore les animaux et surtout les chiens à qui il adore donner à manger et il apprécie fortement leur compagnie. Son père, lui, était un homme droit, mais il avait la conviction intime que si tu étais heureux dans le monde où tout le monde vivait, tu commettais un péché. Et il disait également que si tu péchais, t'allais pas aller au paradis. Et que ton corps, plutôt que d'être emporté au pays des anges, il serait dévoré par des vers. Et toutes ces histoires-là, c'est des choses qui travaillaient un petit peu John. Il faut savoir que le père de John, lui, avait une particularité physique. Sur le front, il avait une marque bleue. Et il a inventé une histoire autour de ça. Il a dit que c'était une marque de Satan à cause de ses erreurs de jeunesse. Il a dit clairement, j'ai péché, Satan m'a marqué de son signe. Alors que ça se trouve, il s'était juste cogné contre une table. Mais bon, il continue son histoire et il dit, si toi aussi tu commets des péchés, tu auras des marques comme ça, pour toujours, et le malheur va s'abattre sur toi. Un peu contradictoire par rapport à la vie qu'il a, parce que le père n'avait pas l'air d'avoir une mauvaise vie. Donc comment il pourrait avoir la vie qu'il a si jamais il avait péché? De quoi s'interroger. John dit, mais maman, elle a aucune marque. Et le père dit, c'est normal, elle, c'est un ange. Et tout ça, ça a marqué, comme je vous le disais, John Haigh. Très souvent la nuit, il s'interrogeait en se disant, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal qui va me causer de telles marques quand je vais grandir? Il grandit donc avec ce stress un peu permanent. Et cette histoire le travaillant tellement, il a décidé d'en parler à l'école. Et les autres membres de l'école n'étant pas du tout dans la même communauté religieuse que lui, ils se sont fortement moqués de lui. Et ce qui est assez fou, c'est qu'en grandissant, John Haigh a appris que, un peu comme l'histoire du Père Noël, cette histoire de marque était une invention de son père. Et quand bien même il le savait, il regardait toujours s'il n'avait pas une marque qui était apparue sur son corps à cause de ses péchés. John Haigh grandit encore et il se découvre une passion pour la lecture. À l'école ou chez sa tante, il lit des livres qu'il ne peut pas lire chez lui. Et parmi tous les livres qu'il a lus, il y en a certains qui l'ont plus marqué que d'autres. Et ces fameux livres-là qui l'ont marqué parlaient d'un thème bien macabre, le thème des sacrifices. Il a donc développé ensuite une autre passion, la passion pour le sang. Et cette passion est devenue d'anodine à dérangeante parce qu'il a commencé à en apprécier le goût. Et ça, c'est quelque chose qu'il avait depuis un moment. Parce qu'à l'âge de ses 6 ans, une fois, il s'était blessé et il a voulu lécher la plaie. Il a aspiré le sang et il en a apprécié le goût. Et au-delà d'être une passion, c'est devenu carrément un fantasme. Quand il entendait qu'il y avait eu des accidents, ici et là dans la ville, il imaginait tout le sang qui avait pu couler et ça le faisait littéralement saliver. C'est à l'âge de 17 ans que John Haigh
arrêta ses études. Il avait grandi en soi plutôt classiquement, il avait quelques amis, il était un peu associable, il savait pas forcément s'y prendre avec les gens, et il avait peut-être un petit souci, c'est qu'il se sentait un peu supérieur aux autres. Bon, une évolution comme tant d'autres parmi les enfants. À 17 ans, il quitte donc l'école et il décide de travailler un petit peu. Il fait plusieurs petits boulots et c'est à ses 18 ans qu'il a été embauché dans un garage où il avait quelques petits soucis de ponctualité, mais vu qu'il était assez charmant, bah ça passait. Néanmoins, il se fait un peu remarquer par ses collègues parce qu'ils le trouvent étrange, comme s'il cachait des secrets. Il était pas très bavard, il ne disait rien sur lui, sur sa famille, donc personne ne le connaissait intimement. John enchaînait les aventures sans lendemain et à 26 ans, comme ça, sans raison apparemment apparente, il commence à être dégoûté des rapports intimes qu'il peut avoir avec les femmes. Il commence aussi à avoir peur des maladies, c'est pour ça qu'il se met à porter des gants en continu pour éviter d'être contaminé par quelconque virus, maladie, microbe. Le temps avance encore un petit peu, et là John se fait cette fois-ci embaucher non pas pour un petit boulot ou un garage, il se fait embaucher en tant que vendeur pour une société d'assurance en automobile. John commence à affirmer un petit peu qui il est, notamment de par son style vestimentaire, car il adopte toujours un style très sobre, noir, toujours très classe, mais néanmoins on ne savait pas dire s'il était aisé, pauvre, s'il se donnait un style, parce qu'il ne disait rien du tout sur ce qu'il pouvait faire. Il partageait aucune information sur sa vie privée. Il était plutôt bon vendeur, ce qui faisait qu'il gagnait bien sa vie plus que ses collègues, et le fait de gagner pas mal d'argent a fait qu'il a pu s'acheter 3 voitures qu'il cachait dans son garage, et il les sortait que très peu. Il n'était pas du tout mathuseux. Sauf que derrière cette apparence de succès se cache un des secrets que John ne veut pas révéler. C'est que les voitures qu'il a achetées, il ne les a pas achetées avec son salaire de vendeur. Il les a achetées avec un salaire d'un autre métier qui n'est pas légal, celui d'escroc. Par exemple, à un moment donné, John Egg a épousé une femme du nom de Beatrice Hammer. Cette femme était modèle, il l'a fréquentée depuis un moment, mais de son côté, au mariage, il n'a invité personne. On retrouve encore ce côté un peu associable. 2 mois après le mariage, des policiers se présentent au domicile du couple et demandent à John de les suivre. Sa femme, ne comprenant pas ce qui se passe, demande « Que se passe-t-il ?» Et John répond avec un rire apparemment sinistre « T'en fais pas chérie, j'ai juste désobéi au 11e commandement. » Sûrement un des commandements qui vient de son éducation assez stricte. Oui, parce qu'en plus d'avoir le goût du sang, John avait aussi le goût de l'argent. Sauf que, il se dit pas que ce qu'il fait pour avoir de l'argent, c'est bien ou mal. Pas du tout. Il se dit, je le fais, ça va me rapporter de l'argent. Tant mieux. Donc en fait, ce qu'il avait fait, c'est qu'il utilisait des faux noms, avec 2 complices, et ce qu'il faisait, c'était vendre des voitures qu'il n'avait pas. Sauf qu'à un moment donné, il s'est fait avoir par un client, et le client l'a balancé à la police. Il a été considéré comme le chef de la bande, et il a été condamné à 15 mois de prison. Ses parents ont été au courant, ils étaient très peinés, et pendant qu'il était en prison, John leur a envoyé une lettre pour s'excuser de la peine qu'il pouvait leur causer. En prison, il n'a jamais reçu de nouvelles de sa femme, mais John, lui, il s'en fout. Ça ne lui pose aucun problème. Et quand il sort de prison, John fait face à une surprise. Sa femme a eu un enfant, du nom de Pauline, et John l'a adopté, mais il n'a jamais eu d'instinct paternel envers elle. Il l'a juste adoptée pour arranger la mère, mais c'est tout. Il n'a jamais exprimé le moindre désir de la rencontrer. D'ailleurs, légalement c'était son père, mais pour lui, pas du tout. Pour lui, il n'avait aucune fille. Après cela, John a monté une affaire qui a bien marché, mais son associé est décédé. Ça a capoté l'affaire derrière. Il a eu une idée après de faire le tour du monde en avion sans s'arrêter une seule fois, sauf que tout le monde a dit que c'était impossible et personne n'a voulu lui prêter de l'argent pour le faire. Et au bout d'un moment, il a emménagé à Londres. Et je suppose que là où vous dites, on l'appelle le vampire de Londres, il déménage à Londres, sûrement que là il va se passer des choses. Effectivement, pour le moment, il a une histoire avec un petit passif criminel, un petit passif assez chelou quand il était jeune, mais c'est tout. On se dit pas encore que c'est un criminel qui va être assoiffé de sang. On va y venir. En arrivant à Londres, John se met à travailler pour un homme, William Maxwan, qui est un propriétaire de parc d'attractions. Ils ont le même âge, du coup ils deviennent copains. Les parents de William, qui était également propriétaire des parcs d'attractions, c'était en gros une entreprise un peu familiale, adoraient John. Sauf que là vient une idée dans la tête de John qui va encore une fois le mener devant les tribunaux. L'idée qui lui était venue en tête, c'était encore une fois une idée d'escroquerie. Mais cette fois-ci une escroquerie de grosse envergure, pas ce qu'il avait pu faire avec sa petite société de vente de voitures. Il a été encore une fois emprisonné, sauf que là en prison, il a changé. Il a commencé à évoquer la possibilité de faire des meurtres. Il commençait à dire qu'il pourrait utiliser de l'acide pour faire disparaître les corps. Des choses qui ont alerté ses co-détenus, mais pas forcément les policiers. Il a été libéré plus tôt que prévu, liberté conditionnelle, sauf qu'il est sorti en automne 1940. Et 1940, qu'est-ce qui se passe? Seconde Guerre mondiale. Et il était à Londres quand il y a eu le fameux événement du bombardement de Londres.
C'est quelque chose qui l'a fortement traumatisé, et apparemment ça a affecté son mental. Il n'arrivait pas à se dégager de la tête la souffrance des victimes de ces bombardements. Et encore un peu plus tard, il a un accident où il se blesse au point de saigner. Comme quand il était petit, il lèche sa blessure. Et là, révélation. Je vais vous citer exactement ce qu'il a dit. Je me suis mis à lécher mon sang, et ce fut une révolution dans tout mon être. Ce liquide visqueux, chaud et sale que j'aspirais à fleur de peau, c'était la vie même. J'ai pris l'habitude de me couper volontairement le doigt de la main pour avoir l'honneur et le bonheur de boire mon propre sang. Mesdames et messieurs, je vous présente la naissance d'un vampire. Et pas un vampire de fiction à la Twilight ou je sais pas quoi, un vrai de vrai. Décembre 1941, John est encore arrêté. Visiblement, c'est un habitué des tribunaux. Cette fois-ci, pour des vols. Il était encore en liberté conditionnelle, du coup, il a eu une sentence plutôt lourde. Il a été condamné à 32 mois de travaux forcés. Il a fait ça en prison, où il a d'ailleurs été transféré plusieurs fois de prison en prison. Et il trouvait que les gardes étaient injustes avec lui, plus sévères qu'avec les autres. Sauf que là, encore une fois, le hasard pour lui fait bien les choses. Dans les travaux forcés qu'il a à faire, il travaille dans un atelier de métallurgie. Et il est en contact avec un produit qu'il souhaitait utiliser à un moment donné quand il tenait des propos un peu étranges, de l'acide sulfurique. Il a donc commencé à faire des petites expériences, il a joué à l'apprenti chimiste. Ses co-détenus lui apportaient des animaux, des rats par exemple, et John, lui, il les jetait dans l'acide pour voir ce que ça faisait. Ça avait bien un but, voir en combien de temps un corps disparaissait. Dans la tête de John, le fantasme commence à être de plus en plus réel, il se prépare littéralement à commettre des crimes d'un niveau supérieur à ce qu'il a pu faire jusqu'à présent. En 1943, il a purgé sa peine. John quitte Londres pour aller à Crawley, une petite ville de 7000 habitants à l'époque, et là-bas, il mène une petite vie paisible. Il vit avec son employeur, qui vit lui-même avec ses 2 filles. D'ailleurs, la plus grande des filles, du nom de Barbara, elle, a des passions communes avec John, la musique. Naturellement, ayant cette même passion, il commence à développer un petit lien. Un petit lien qui évolue fortement parce qu'il commence même à parler de mariage. Sauf qu'il y a un petit couac dans l'affaire, c'est que John il est déjà marié en soi, il a jamais divorcé de sa première femme. Sauf que la jeune fille qui voudrait potentiellement se marier avec John, elle en sait rien. Pour elle, ce rêve pourrait potentiellement devenir réalité. Et là encore une fois, le goût du sang rattrape John. En 1944, il a un accident de voiture. Il saigne, cette fois-ci à la tête. Un accident plutôt grave. Voici ce qu'il nous dit. J'avais une profonde blessure à la tête. Le sang coulait le long de mon visage jusque dans ma bouche. Ce goût merveilleux réveilla tout en moi. Et ça, de façon définitive. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve horrible et terrifiant. Dans mon rêve, je voyais devant moi une forêt de crucifix qui se transformait peu à peu en arbre. Au début, il semblait y avoir de la rosée, ou peut-être de la pluie, qui ruisselait sur les branches. Mais au fur et à mesure que je m'approchais, je me rendais compte que c'était du sang. Tout à coup, toute la forêt a commencé à se tordre. Du sang tombait des branches, et j'ai vu un homme aller d'arbre en arbre, recueillant le sang dans un calice. Quand la coupe fut pleine, il s'approcha de moi, et il m'a dit « Bois ». Mais moi, j'étais incapable de bouger. C'est là que John comprend une sorte de message de ce rêve. Il a besoin de sang. Et cette fois-ci, il ne décide pas d'attendre un autre accident pour en trouver. Il décide donc, plus tard, de quitter son emploi, la ville de Crawley, et de retourner à Londres. Il reprend son activité fétiche, l'escroquerie. Il va louer un sous-sol, qui était à la base un petit entrepôt utilisé comme une usine. Et là, il installe des fumes métalliques, mais également des bonbonnes d'acide sulfurique. Il y place également des vêtements de protection, enfin, toute une panoplie de quelque chose qui semble bien glauque à envisager. Un jour, alors qu'il marchait tranquillement dans la rue de Londres, il a rencontré une vieille connaissance, William Maxwell, vous vous souvenez, le propriétaire des parcs d'attractions. Ils se sont revus plusieurs fois, et le 9 septembre, ils se sont rendus dans un pub. Ils ont bu un petit verre, et là-bas, ils ont discuté pas mal de temps. William Maxwell disait qu'il avait peur d'être mobilisé pour être envoyé au front, parce qu'on est toujours en période de guerre. John propose quelque chose qui semble plutôt une aide amicale. Il propose à William de se cacher dans l'atelier, le sous-sol qu'il vient de louer. Sauf qu'une fois arrivé dans le sous-sol, John a une pulsion, une grosse envie de sang. Il frappe donc son ami avec un marteau à la tête. Après cela, il lui tranche la gorge. Il prend une tasse et il remplit la tasse avec le sang qui coule de la gorge de sa première victime. Et encore une fois, on a le droit à un petit feedback de John Egg sur ce qu'il a fait. J'ai pris une tasse et après avoir prélevé un peu du sang de son cou dans la tasse, je l'ai bu. John a bu plusieurs gorgées après ça, il se sentait mieux. Oh putain, j'ai des frissons tellement ça m'écoeure. Après ça, il a mis le corps de William dans une cuve et il a versé de l'acide dessus. 2 jours plus tard, il est revenu pour voir un petit peu si le corps avait changé. Et effectivement, le corps avait disparu. Il restait juste une bouillie dégueulasse. Et cette bouillie, il l'a jetée dans les égouts. Après ça, John est allé voir les parents de sa victime et il a dit que William avait fui pour éviter d'être mobilisé pour partir à la guerre.
Il a maintenu cette fausse histoire jusqu'en juillet 1945 parce qu'il faisait croire que William envoyait des lettres régulièrement aux parents, alors qu'en fait c'était John qui les écrivait. Là, pour John, c'est une victoire. Première victime, c'est réussi, personne n'a le moindre doute, donc il se dit, banco, continuons. Sauf que c'était quelqu'un aussi d'intelligent. Il remarque bien qu'il est réussi, et qu'il est content que ça ait réussi, il y a quelques failles. Il décide donc d'acheter du matériel supplémentaire, comme une baignoire en acier qui pourrait résister à l'acide sulfurique par exemple. Et là, John décide de patienter un petit peu jusqu'à trouver d'autres victimes. La Seconde Guerre mondiale finit, et là, la fausse histoire qu'il avait mise en place par rapport à William commence un petit peu à s'effriter. Les parents Max Swan se demandent pourquoi leur fils ne revient pas. Maintenant que la guerre est finie, il n'a plus aucune raison de se cacher. Et là, John va se dire, ok, réglons cette histoire. Il attire les deux parents dans son sous-sol, il les tue, il boit leur sang, il met leur corps dans la fameuse baignoire métallique et il leur verse de l'acide sulfurique dessus. Est-ce que vous attendez le petit témoignage de John pour savoir un peu ce qu'il a à nous dire sur ces meurtres-là? Il dit que de base il n'avait pas prévu du tout de tuer les deux, il avait tué juste le père Max Swan, il a bu son sang sauf qu'il n'était pas assez satisfait de ce qu'il avait bu. Du coup il s'est dit, je vais tuer la mère aussi. John invente une nouvelle histoire, il dit que les Max Swan sont partis vivre aux États-Unis et il demande, sûrement pour continuer dans cette fausse histoire, que le courrier qui était adressé au Max Swan lui soit transmis à lui. Il imite des signatures, en gros il était escroc, du coup il avait l'habitude de faire ce genre de choses, donc il met tout en œuvre pour pouvoir masquer ses crimes. Il prend le courrier, il répond à des courriers, il prend des pensions aussi qui étaient versées au Max Swan, vraiment il se met bien. D'ailleurs avec la pension qu'il arrive à voler au Max Swan qu'il a assassiné, il arrive à vivre quand même pendant un certain temps. Et en plus de ça, il continuait ses escroqueries habituelles, donc il avait aussi une certaine rentrée d'argent. Mais il dépensait plus d'argent que ce qu'il n'en gagnait, du coup au bout d'un moment donné, l'argent qu'il avait pu mettre de côté commençait à diminuer. Il décide donc de mettre une nouvelle escroquerie en place. Il contacte une personne qui vend sa maison, un docteur. Le docteur Archibald Anderson, qui vivait avec son épouse du nom de Rose, qui menait une vie bourgeoise dans une maison bourgeoise. John n'a pas acheté la maison faute de moyens, mais il a commencé à faire copain-copain avec le couple. Ils aimaient aussi la musique, du coup encore une fois, comme avec la jeune fille qu'il avait côtoyée, un lien se crée un petit peu. Mais vous vous en doutez peut-être, ce lien, il a un but bien sinistre, mais là il ne décide pas tout de suite de passer à l'acte. Il décide de se préparer un peu plus. Il prend un nouveau lieu pour cacher ses corps, il change d'endroit, il déménage son matériel, vraiment, il fait les choses de manière assez soignée. À un moment donné, il va passer plusieurs jours en compagnie du couple avec qui il s'est lié d'amitié. Sauf que, alors qu'il dormait à leur domicile, il va faire des cauchemars encore une fois sanglants. À peu près le même cauchemar qu'il avait déjà fait auparavant, avec les arbres qui saignaient et tout, et du coup il commence à réavoir envie de sang. C'est un 12 février où il fait croire au bon docteur qu'il veut lui montrer une invention révolutionnaire qu'il a mis au point. Il l'invite dans son nouvel atelier et il lui tire une balle dessus. Une balle en pleine tête, et après ça, avant de boire son sang, il va chercher sa femme pour lui réserver le même sort. Il a bu leur sang, comme à son habitude. Il les a mis, comme ses précédentes victimes, dans la baignoire métallique. Et ensuite, il leur a versé l'acide sulfurique dessus pour faire disparaître toutes les preuves. Sauf que là, il a été un peu moins précautionneux. Peut-être à cause de l'enthousiasme de ses précédents crimes réussis, John fait un peu moins attention aux détails. Et l'acide, malheureusement pour lui, n'a pas dissous la totalité du corps du bon docteur. Son pied est resté totalement intact. John se dit que c'est pas grave, il jette les restes et le pied dans un coin de sa cour. Et au-delà de sa soif de sang, avec l'assassinat de ces deux bourgeois, John espérait assouvir sa deuxième soif, sa soif d'argent. Il espérait clairement s'emparer de la richesse d'Anderson. Encore une fois, il fait place à l'escroquerie, il écrit des faux documents en se faisant passer pour les Anderson, il vend leur maison bourgeoise, et bien sûr, un assassin comme ça, ce serait trop nul qu'il ait un comportement totalement sain. Évidemment, il a un comportement très creepy. Il offre des vêtements de Rose, la femme qu'il a assassinée, Rose Anderson, à Barbara. Vous vous souvenez, la personne avec qui il a eu des liens, avec qui il est toujours en contact. Ça fait plaisir comme cadeau, de recevoir des vêtements de quelqu'un qui a été assassiné. Surtout de la part de la personne qui l'a assassiné. Et c'est là que vient la victime, qui va causer la perte du vampire de Londres. Je vous l'ai dit, John Haigh adorait le sang, mais également l'argent. Mais il adorait pas juste avoir beaucoup d'argent. Ce qu'il adorait, c'était le dépenser. Il adorait mener une vie luxueuse, donc il était très endetté, il avait beaucoup de dettes, mais en tout cas, lui, ça ne l'arrêtait pas, ça ne l'empêchait pas de vivre dans des hôtels haut de gamme. Et dans un de ces hôtels haut de gamme, il a fait une rencontre. Il a rencontré une femme du nom de Olive Durand-Deacon, une bourgeoise, avec qui il a sympathisé, et à un moment donné, il a réussi à convaincre cette femme de se rendre dans son fameux atelier morbide. Cette femme a accepté de venir parce qu'elle avait eu une idée de faux ongles qu'elle souhaitait mettre sur le marché. Une fois sur place, John Haigh l'a assassiné, et comme pour ses autres victimes, il a bu son sang.
Il a dépouillé la jeune femme de ses biens, de ses bijoux, et il a ensuite masqué les traces de son crime dans sa baignoire métallique avec l'acide sulfurique. 2 jours plus tard, une des amies de Madame Durand-Deacon signale la disparition à la police de la bonne femme. John, lui, qui ne se doute de rien et qui pense qu'il a commis encore une fois le crime parfait, décide de mettre en gage les bijoux de sa victime. Pas la meilleure des idées. Au passage, il envoie aussi son propre manteau taché du sang de sa victime à faire nettoyer, et la police décide donc de mener une enquête sur la disparition de la femme. Il montre des photos à différents postes de police de la femme disparue. John, lui, se joue de la situation parce que cette affaire commence à être un peu médiatisée. Il répond aux journalistes avec plaisir en se donnant un air inquiet. Il reste en soi totalement dans son rôle. Sauf qu'une personne est interrogée, et pas forcément en faveur de John Haig, c'est le directeur de l'hôtel. Il dit au sergent de police que John Haig est un homme endetté. Il n'est pas aussi charmant qu'il en a l'air. Et le sergent, ou plutôt la sergente, a l'air de bien prendre au mot ce que lui raconte le directeur de l'hôtel. Parce que bien que John savait habilement manier les mots, pour ne pas se faire avoir et duper tout le monde, la sergente elle ressentait un certain malaise en sa présence, comme si elle sentait quelque chose qui n'allait pas. L'instinct policier lui disait quelque chose. Elle demande donc à une entité assez conséquente des informations sur John Haig. Elle demande ça à Scotland Yard. Et Scotland Yard transmet des informations, notamment sur les précédentes escroqueries pour lesquelles John Haig avait été arrêté. La police décide donc de fouiller l'atelier de John Haig. Il trouve tous ses outils. Déjà, il y a des doutes qui commencent à s'installer, mais dans l'atelier, il y a également une mallette qui porte les initiales de John Haig, et à l'intérieur, il y a un ticket pour un service de nettoyage pour un manteau, et d'autres documents faisant référence au Henderson et au Max One. Il y a également un revolver, des cartes d'identité, des permis de conduire. Le pistolet est analysé et on voit qu'il a servi plutôt récemment. Donc vous l'avez deviné, l'étau se resserre autour du vampire de Londres. D'ailleurs, un des bijoutiers que John Haig avait contacté pour mettre en gage les bijoux d'une de ses victimes contacte la police parce qu'il a vu un homme étrange, vous savez de qui on parle, apporter des bijoux juste après la disparition, l'annonce de la disparition de Madame Olive Durand-Deacon. Un inspecteur de police est allé chercher les bijoux et là, on est formel, ça appartient bien à la femme disparue. Le bijoutier indique que la personne qui a amené ces bijoux s'appelle Monsieur McLean, mais il ajoute également qu'il avait déjà vu cet homme auparavant, sauf que cette fois-ci, il se faisait appeler John Haig. C'est le 3 mars 1949 qu'un journal publie une histoire macabre concernant une chasse aux vampires. Il n'y avait aucun nom qui était cité, mais tout le monde savait de qui parlait cet article. À ce moment-là, John Haig avait été arrêté, le journal parlait de son histoire, de ce qu'il avait pu faire, sans le citer tant qu'il n'avait pas été jugé, mais bon, sa réputation était déjà bien établie. Pendant son interrogatoire, John Haig semblait totalement indifférent de la situation. Il se fichait royalement d'être là. Au début, il a menti, il clamait son innocence, mais rapidement, il a avoué. En fait, il a avoué à partir du moment où il a vu que la police avait des preuves contre lui qui avaient été trouvées dans son atelier. Et là, il s'est dit, foutu pour foutu, j'avoue tout. Il pensait qu'en avouant, sa peine serait réduite. Il s'est mis le doigt dans l'œil. Les restes qui avaient été laissés par John ont été retrouvés, ils ont été analysés, ça a été confirmé que c'est des restes humains. John a tout avoué, a décrit ses crimes, a dit qui il avait tué. Il a tué plus de personnes que ce que je vous ai raconté. Il a tué effectivement les Max One, il a tué également les Henderson, mais il avoue également avoir tué un jeune homme du nom de Max, également une jeune fille. Mais apparemment, il y a 3 tas de bouts qui n'ont pas pu être identifiés et dont John n'a pas voulu parler. John, en attendant son procès, a été envoyé en prison, il a été étudié par des psychiatres qui l'ont étonnamment déclaré sain d'esprit. Il savait totalement ce qu'il faisait quand il a commis ses crimes. Et en plus de ça, il avait une sorte de but en faisant ça. Il pensait à accomplir un certain destin qui lui était destiné. Un destin qui lui permettait d'être carrément au-dessus des lois et de la vie des autres humains. Et il y a 2 personnes dans cette histoire qui n'étaient pas encore décédées, qui ont vu ce qui s'est passé. Les parents de John. Mais il y a aussi la jeune Barbara qui était amoureuse, qui est d'ailleurs allée voir John en prison. Elle pensait trouver un homme affaibli, meurtri, qui allait clamer son innocence, enfin qui n'allait pas être indifférent à sa situation. Elle est trouvée devant un homme qu'elle ne connaissait pas. C'était pas l'homme avec qui elle avait pu échanger par le passé. Il y a eu le procès, un procès qui était très attendu. Beaucoup de gens ont voulu y assister, mais malheureusement le tribunal n'était pas assez grand pour accueillir tout le monde. John a voulu plaider non coupable, mais bon, c'est pas passé. Il a été déclaré coupable, finalement, malgré une défense de sa part qui n'a pas été très convaincante, toutes les preuves étaient contrôlées de toute manière, et John a finalement été condamné à mort. Mais comme pendant beaucoup de périodes de sa vie, il était totalement indifférent à la sanction qui lui avait été donnée. Dans le couloir de la mort, John a envoyé des courriers à ses parents, disant qu'il allait les attendre
au ciel, des courriers à Barbara, et c'est donc le 6 août 1949 que le vampire de Londres s'est éteint par pendaison. Mais les derniers mots qu'il a prononcés étaient pour sa mère. Il a dit « Mon esprit restera attaché à la terre un certain temps, car ma mission n'est pas encore accomplie. » Donc qui sait, peut-être que maintenant, le fantôme du vampire de Londres hante cette même ville quelque part. Les amis, c'est là que s'achève l'histoire de John Haig, le vampire de Londres. J'espère que cette histoire vous a intéressé, c'est une histoire fascinante, une histoire folle, parce que tu vois que contrairement à beaucoup d'autres histoires de criminels, on n'a pas affaire à quelqu'un de fou, ou en tout cas diagnostiqué comme tel, parce que certes, il y a de la folie dans ce qu'il a fait, c'est sûr, mais il n'a pas de maladie mentale qui le justifie. Il a toujours été maître de ses actions, et il a fait tout ce qu'il a fait, en sachant que c'était quelque chose de mal, mais il s'en fichait royalement. Je vous propose les amis qu'on débriefe de la vidéo tranquillement, en quittant Londres. On quitte cette affaire sordide pour se mettre dans une ambiance un peu plus tranquille. Une histoire à en faire des cauchemars. Si jamais vous voyez à un moment donné dans un de vos cauchemars du sang qui coule des arbres, c'est pas une raison pour essayer de tuer des gens et essayer de boire leur sang. Prenez-le comme tel, un cauchemar et vous passez à autre chose, c'est mieux. Ça vous évitera de finir comme lui, en prison en tout cas. C'est une histoire fascinante parce que moi ce que je trouve le plus intéressant, après il doit y avoir un truc aussi psychologique là-dessus à déterminer, mais j'ai pas les compétences pour le faire. Il est pas fou, mais il doit avoir quelque chose quand même. C'est quand même incroyable de se dire qu'il est sain d'esprit et qu'il puisse faire tout ça. C'est assez incroyablement glauque de voir ce genre de cas là. Les amis, j'espère que cette histoire vous a plu. Je sais pas s'il y a d'autres cas un peu de vampirisme, si on peut dire, un peu de la sorte dans le monde criminel qui existe. Je pense, par rapport aux histoires de vampires que j'ai pu faire, de personnes qu'on a catégorisées de vampires en tout cas, que c'est celui qui se rapproche le plus d'un vampire, parce que les autres ils n'étaient pas là à boire du sang comme lui pouvait le faire. Les autres c'était plus tremper les dents ou tremper les lèvres. Lui c'est vraiment boire du sang comme s'il buvait de l'eau. Et du coup je pense que c'est vraiment la personne qui s'investissait le plus, on va dire, dans ce sorte de vampirisme. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à la partager, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était un plaisir de vous avoir partagé cette histoire. J'espère qu'elle vous a intéressé. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aiken. Salut!